Bonjour tout le monde. Je serai votre hôte aujourd'hui, c'est Massimo Rousseau. Vous êtes les bienvenus à ce premier webinaire d'une série de 4 sur la migration vers le cloud. Je salue tous les participants, en particulier Martial qui vient de me dire bonjour. Sur la droite, vous avez un système de chat qui vous permet de à discuter avec moi ou de interagir. Et tout en bas, vous aurez tout à l'heure la possibilité de poser des questions. Je vais vous partager ma présentation pour qu'on puisse discuter. Voilà. On a pensé à un webinaire pour la migration vers le cloud parce qu'il y a beaucoup de points, on va dire, de zones grises dans la discussion sur le cloud et on a voulu chez OpenField de clarifier ça car c'est notre travail est de conseiller nos clients pour les changements. Et en particulier, ce webinaire est une première étape et il est dédié à la partie financière. Pourquoi choisir? Quels sont les avantages du cloud? Mais tout d'abord, il faudra discuter de quelle typologie de cloud on a. Alors, je me présente, c'est Massimo Russo, le CEO de l'entreprise qui est présente au Luxembourg et en France. À la base, je suis un économiste. Je fais une école d'expert comptable et l'idée pour moi était de fournir un service de qualité, de conseil qui prend en compte le côté service d'information, mais qui a une vision un peu plus large sur le côté stratégique de l'entreprise. Je vous invite à vous présenter sur la droite dans le chat si vous voulez aux autres participants. Les règles du jeu, c'est qu'effectivement, pendant le webinaire, vous pouvez mettre de côté et discuter sur l'un ou l'autre sujet, mais les questions, ce seront écrites en bas et je vais les lire au fur et à mesure de l'avancement. Alors, le sommaire, on va voir les différents types de cloud, public, privé, les célèbres GAFAM. On va voir comment choisir notre opérateur cloud, quel est le coût total, ce que les Anglais disent total cost of ownership, le coût total d'une infrastructure classique, dite classique, le coût du cloud et la gestion de projet de migration et ses étapes. Et après, on va voir une conclusion. Voilà, c'est un webinaire de maximum 30 minutes avec la partie questions par après. Les différents types de cloud que nous avons, il y a la différence entre le cloud public, privé et hybride. On va voir de quelle façon. On a ce qu'on appelle le SaaS, le IaaS et le PaaS. On va voir de quoi il s'agit. On va avoir les GAFAM, c'est-à-dire les grandes entreprises, les 5 grandes entreprises qui fournissent aussi des services de type cloud à leur entreprise, à les entreprises. Il faut ajouter aussi un opérateur chinois. Pour l'instant, il est pas vraiment important sur le marché de chez nous, on va dire en Europe, mais dans le futur, il le sera. Et on va voir le modèle financier. On va passer du modèle CAPEX, c'est-à-dire l'investissement en capital, à un investissement plutôt en dépenses, de l'opérationnel. Alors, les différents types de cloud. Nous avons le cloud public, qui est un cloud dans lequel, bien sûr, il y a l'évolutivité. Il doit être rentable, il est vraiment pas cher en général. Il y a un stockage à la limite illimité et on paye à l'utilisation. On a un cloud privé, là c'est l'autre extrême, on va voir les détails. On a un utilisateur unique, c'est une seule entreprise qui peut accéder à ce cloud privé. Il y a un autre niveau de sécurité, il y a de la flexibilité parce qu'il est à nous quelque part et on peut en disposer comme on veut, et il est totalement personnalisable.
Et il y a un cloud hybride dans lequel on prend les deux mondes, c'est-à-dire on peut garder une infrastructure qui est complètement à nous physique sur place et avoir certains services qui sont, eux, déportés dans le cloud. On peut donc mixer. Euh, pour aller un peu plus dans les détails, là où un cloud public, il est hébergé par un site fournisseur de services, par exemple, un site dans lequel on peut utiliser une solution en particulier, un logiciel de gestion, un logiciel de CRM, de contact client, et ainsi de suite. Dans le cloud privé, on a nos propres serveurs, on a un meilleur contrôle de la situation, mais bien sûr, il faut avoir du personnel qui puisse s'en charger, il puisse les gérer. Là où le cloud public et ses nuances, vous avez une infrastructure dans laquelle, un système dans lequel vous ne contrôlez rien, quelque part, vous avez un type de service et vous pouvez pas toucher à tous les strates qui sont en dessous. Dans le cloud privé, vous pouvez, il est totalement à votre disposition, vous pouvez changer tous les paramètres et bien sûr, il est plus cher. Ça, c'est aussi une problématique qu'on va voir par après. Je vous passe le schéma technique parce que effectivement, là, on va un peu plus dans la technicité. Ce qui est important dans ce schéma est que là où dans le cloud public et la solution hybride, on a un support client qui est déporté à l'extérieur, dans le cloud privé, on doit avoir encore un petit peu de support à niveau local à l'intérieur de l'entreprise. Et c'est là où tous les coûts se jouent. Euh, voilà. Alors, ici, vous avez une vision complète des différents degrés qui vont d'une infrastructure interne, on-premise, comme on dit, on-premises, c'est-à-dire tous les couches, les différentes couches, le réseau, le stockage, les serveurs à gauche, vous voyez. Le middleware, le runtime, la data, les applications, etc. Tout ça, c'est dans les mains du responsable informatique ou des responsables informatiques. Et donc, c'est sur leur responsabilité. Vous avez un contrôle, mais vous avez aussi une responsabilité de l'ensemble de l'infrastructure. Plus vous allez vers la droite, moins de responsabilité vous avez, mais aussi moins de contrôle. Donc, vous avez IaaS, ça veut dire Infrastructure as a Service, c'est-à-dire vous avez juste l'infrastructure, jusqu'à une couche technologique, et au-delà, c'est à vous de vous en occuper. La plateforme as a Service, PaaS, là, vous arrivez jusqu'à, même le système d'exploitation vous est fourni, vous mettez juste les données et les applications. Et du côté SaaS, ben, même l'application ne vous appartient pas. Vous avez juste une utilisation de la plateforme. Là, en ce moment, on utilise Webinar Ninja. C'est un logiciel, un SaaS. Moi, je n'ai aucun contrôle de la situation. On me fournit un service, j'ai un identifiant et je peux l'utiliser. Dedans, il y avait bien sûr une partie de mes données, mais voilà. Donc, ça, c'est les différences. Euh, Pendant longtemps, ça a été un peu les problématiques de toutes les personnes qui sont dans la finance, de comprendre ces différences-là. J'ai trouvé quelque chose de très sympathique sur Internet parce que les Américains, comme vous savez, ils jouent avec ça. Ce que j'ai trouvé de plus sympathique, c'est le pizza as a service. Ça, ils adorent faire la comparaison avec la pizza, qui est leur plat national. Hein. Je suis italien, donc je sais de quoi je parle. Et en particulier, ils vous font la différence entre à gauche, ben, vous faites tout, hein, vous le faites à la maison, vous faites toute la pizza à la maison, ou petit à petit, vous allez sur la droite, et là, vous êtes tout à droite, vous êtes à l'extérieur. Vous êtes à la pizzeria, vous devez juste manger, vous ne devez rien faire. Donc ça, c'est les différents niveaux de responsabilité que vous avez par rapport à votre infrastructure. Voilà, je trouvais sympathique et ça donne un peu l'idée des compétences et des responsabilités. Si on continue, on se dit, ben voilà, le choix de l'opérateur. Comment je choisis l'opérateur? Alors, les critères de choix sont certainement la viabilité et la stabilité. Hein. Qu'est-ce qui se passe si l'opérateur, c'est une start-up, s'il fait faillite ou s'il y a un rachat, où ils vont me donner? Parce que vous êtes quand même liés
par un contrat. Alors, ne pas oublier, le contrat, c'est la partie la plus importante de la relation vers ce type de fournisseur. Alors que quand vous avez une infrastructure en prémise, pratiquement, vous avez que très peu de relations contractuelles avec vos fournisseurs de matériel. Quand il est livré, il est livré. Mais pour tout le reste, là, dans ce cas-ci, vous êtes lié à cet opérateur. Donc, la partie contractuelle, la partie viabilité de l'entreprise est très importante. La renommée sur le marché, est-ce qu'il existe depuis longtemps? Est-ce qu'il a déjà travaillé sur des cas comme le vôtre? La présence dans un marché plutôt qu'un autre. Est-ce qu'il se trouve en France? Est-ce qu'il se trouve en Allemagne? Donc, est-ce qu'il est européen? Est-ce qu'il est donné? Ils ne vont pas partir en Russie, pour faire un exemple, en dehors de l'Union européenne. Donc, c'est important de le savoir. Alibaba étant un opérateur chinois, si je prends des serveurs auprès d'Alibaba, ben, je vais pratiquement les porter à l'extérieur de l'Union européenne. La typologie du data center, les technologies utilisées pour le data center. Le niveau de sécurité, je vous conseille fortement de rester sur des normes ISO de sécurité de l'information et de business continuity, c'est-à-dire les ISO 27001 et 22301. C'est des normes standards, donc vous pouvez chercher des data centers qui ont et des opérateurs qui ont ces normes-là. Et le prix. Alors, le prix, est-ce que c'est un critère de choix? Typiquement, moins vous payez, en général, vous avez un peu moins de services. Si on est à l'intérieur de l'Union européenne, en général, ça devrait être plus ou moins la même chose partout. D'autres critères à évaluer, ce sont dans les cadres des entreprises qui travaillent dans la finance, assurance ou toute autre entreprise réglementée, c'est la couverture des critères de votre régulateur. Vous soyez en France, vous soyez au Luxembourg, en Suisse, et ainsi de suite. Et par ailleurs, le contrat va indiquer si le renouvellement de matériel chez eux, hein, normalement vous vous en occupez pas, mais est-ce que eux ils ont une cadence de renouvellement du matériel? Donc est-ce que vous êtes sûr que derrière il y a toujours du matériel à jour, de qualité? Est-ce que vous pouvez avec eux faire un benchmarking annuel et donc les comparer à d'autres opérateurs? Quelles sont les conditions pour sortir du contrat, parce qu'après, il faut trouver un autre opérateur équivalent pour pouvoir déporter les datas. La récupération des données dans ces cas-là, en cas de clôture de contrat ou faillite ou autre, et l'assistance. Quel niveau d'assistance elle est payante et laquelle est incluse. Ça, c'est les points que vous devez connaître absolument de votre opérateur, entre autres. Quel est le total cost of ownership? Quel est le coût total de votre infrastructure classique? Alors, je vous ai mis ensemble une série de critères. Pas sûr que toutes les PME ou les moyennes entreprises utilisent ces critères-là parce que parfois, la qualité de leur infrastructure pourrait ne pas être à la hauteur. Et donc, il y a un coût énorme qui n'est pas considéré là-dedans, qui est le temps des techniciens, 1, 2, 3 informaticiens qui travaillent jour et nuit pour résoudre les problèmes parce qu'on a implémenté un système qualitativement pas optimal. Donc, on a l'achat des serveurs, un rack informatique, les serveurs physiques, les systèmes de storage, donc là où il y a les disques durs dans lesquels on met toutes nos données, les systèmes de sauvegarde, les licences. Il y a des licences autant pour l'hardware que pour les logiciels. On a le volet installation en règle de l'art. Il faudrait un expert pour chacun des éléments que je vous ai cités. Il y a un contrat de maintenance suivant la garantie. Et là-dedans, il y a la mise à jour de l'hardware, les mises à jour, l'ajout des composants tout au long de la vie. Il faut de la mémoire en plus, il faut des éléments en plus, mais il faut pouvoir les considérer. Il y a aussi d'autres systèmes qu'on ne considère pas comme coûts, c'est le système de refroidissement de l'air, l'air conditionné, qu'on met à l'intérieur de la salle informatique, et l'espace. Une salle informatique d'une certaine taille, pour contenir un certain nombre de serveurs ou un rack, c'est les mètres carrés, ça a un coût. Donc, plus petit, c'est clair que c'est plus intéressant. Et après 5 à 7 ans, typiquement, il faut recommencer, il faut tout réinstaller, il faut tout remettre en place. Les meilleures pratiques indiquent un changement entre 5 et 7 ans. J'ai eu des clients
qui ont attendu 10 ans et plus aux dépenses de la performance interne, de la compatibilité avec toutes sortes de logiciels et nouvelles solutions qu'ils voulaient installer, ce n'était pas possible chez eux, et des pertes financières dues au ralentissement, au fait que les informaticiens partaient pour justement ne plus avoir à faire avec ce type d'infrastructure. Et ça, c'est quelque chose de pas souhaitable en général. Quand on parle de coût du cloud, par contre, on évite de renouveler périodiquement du matériel. On diminue les risques des pannes parce qu'en fait, on ne gère plus l'aspect physique, l'aspect hardware, l'aspect câblage, l'aspect arrivée d'Internet, etc. auprès dans le système de serveur. On a juste l'applicatif à gérer, les data et l'applicatif. On a une scalabilité qui est accrue. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, on peut demander de l'espace en plus, de la capacité en plus, de la puissance en plus, de la mémoire en plus, et c'est donné par le système immédiatement. Donc, notre tarif mensuel va augmenter, mais au moins à l'immédiat, on va avoir le tout disponible. On ne doit pas arrêter les serveurs, ouvrir les serveurs, mettre la barre de mémoire, refermer le tout, réallumer et espérer que tout se passe bien. On n'a pas à faire ça. Tout ça, c'est automatisé. On diminue les points de défaillance uniques parce qu'on on va pas avoir un système dans un rack enfermé dans notre cave ou dans notre salle informatique. Et donc, en cas de télétravail, les gens qui se connectent, ils se connectent de l'extérieur. Donc, la capacité de la ligne entrante devient extrêmement importante. Et s'il y a, une faille, si ça tombe, s'il n'y a plus rien qui fonctionne, ben on se retrouve avec plus rien. On ne pourra plus travailler. Il y a tout le monde qui arrête de travailler. Ce n'est pas le cas avec un système cloud. Ça permet le télétravail facilement. Il y a moins de charges sur le réseau interne. Les gens peuvent travailler de la maison et ils ne peuvent même pas voir la différence du fait de travailler à l'interne. Il faut juste une ligne Internet. Ça facilite les déménagements. Hein, c'est notre cas en ce moment. Nous venons de déménager. Il nous a fallu juste avoir une ligne Internet et on a pu facilement déménager. En attendant, on a travaillé de la maison sans problème. Et augmente énormément le niveau de sécurité. Pourquoi? Parce que il y a très peu d'entreprises au monde qui peuvent bénéficier d'un niveau de financement pour la sécurité comme ils le peuvent les data centers et les revendeurs de solutions en cloud. Eux, c'est leur corps de métier, ils mettront tous les moyens possibles, ils ont des normes internationales à suivre, et donc ça, c'est votre garantie que la sécurité est bien suivie jusqu'à la couche technologique que vous avez choisie, bien évidemment. Au-delà de ça, c'est à vous de mettre en place les règles pour accéder à ces données-là de façon protégée. Pour avancer, alors, le coût du cloud, quel est effectivement le coût du cloud? Il y a beaucoup de monde effectivement qui se pose la question sur est-ce qu'il y a des coûts cachés? Normalement, non. Le coût du cloud est un abonnement mensuel. Qu'est-ce qu'il y a à payer? Il y a à payer l'opérateur, c'est-à-dire son infrastructure, les licences, etc. Donc, on paye une facture auprès de l'opérateur. On a à payer le backup. Alors, la sauvegarde, effectivement, il vaut mieux avoir une sauvegarde par un opérateur alternatif. C'est possible, même souhaitable. Mais si on a vraiment confiance dans notre opérateur, on peut rester avec le même opérateur. Donc, ça va être incorporé à l'intérieur du même. Je préfère avoir un opérateur externe pour la simple raison qu'en cas de dispute, en cas de problème avec notre opérateur, on a toujours notre sauvegarde qu'on peut utiliser dans une autre situation. Voilà. Les divers logiciels de production, on devra payer pour notre gestionnaire de clientèle, la gestion électronique des documents, la comptabilité, etc. On paye encore une fois sur un tarif mensuel. Les logiciels de bureautique, hein, on paye un abonnement Office. Les gestionnaires des identités, ça c'est un nice to have. C'est un logiciel qui permet de gérer les identités de tous les utilisateurs de votre entreprise et ça permet de se connecter à l'un ou l'autre de ces services-là.
Et après, on a un gestionnaire de sécurité de vos objets qui sont à l'intérieur du réseau, par exemple, votre ordinateur, votre téléphone, ils sont connectés à ce logiciel-là. S'il y a un problème, s'il est perdu, on peut l'effacer à distance et on peut gérer aussi la différence entre les données privées et les données d'entreprise. Et finalement, tous les logiciels de sécurité, l'antivirus et ainsi de suite. Donc ça, le coût du cloud est donné par un tarif mensuel. J'ai fait une comparaison dans une entreprise, une PME, une petite PME qui va effectuer aujourd'hui, année zéro, un investissement. Il veut mettre en place une infrastructure de qualité, on va dire, minimaliste, mais sûre. Donc, il va mettre en place une infrastructure à un coût de 25 000 euros plus ou moins. Il va mettre en place, pour 5 000 euros, il va avoir peut-être le système de refroidissement de l'air et un rack et un commutateur et tout ce qui va autour de l'infrastructure. Il y a les logiciels système, hein, le système d'exploitation, il va devoir acheter un antivirus, serveur mail et ainsi de suite. Il y a une prestation d'installation et on considère une maintenance. Alors, soyons gentils, c'est une maintenance à 1 000 euros par mois, si ça vient d'un externe. S'il faut embaucher quelqu'un qu'un interne il fasse ça, là, il faut considérer beaucoup plus. Tout le long des années, j'ai ajouté, dans les éléments infrastructure autres, j'ai ajouté un coût de 2 000 euros en prenant en compte des petites variations comme l'ajout de disques durs, l'ajout de mémoire, peut-être même des logiciels dont on a besoin. Et on en arrive à l'année 5, il a terminé l'amortissement de ce matériel, il va racheter, il va refaire l'investissement, il va continuer comme ça. Même en le déplaçant à l'année numéro 7, on va continuer à investir. Dans le cas numéro 2, donc du cloud, ce sera de l'OPEX. Donc, il va avoir un abonnement. J'ai estimé un abonnement typique en prenant toute une série de sujets, d'obligations et ainsi de suite. Mais encore une fois, c'est encore très variable. Et à la limite, je vais ajouter dans l'infrastructure quand même un commutateur et un peu d'autres choses pour pouvoir me connecter. La première installation d'une ligne Internet, par exemple. Et je vais payer tous les années la même somme d'argent. J'ai une prestation d'installation, dans ce cas-ci, c'est installation ou migration de données. Et après, j'ai une maintenance que j'estimais c'est relativement bas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas grand-chose à faire. J'ai à surveiller, mais je n'ai pas à maintenir une infrastructure, à mettre à jour les logiciels. Tout ça, c'est automatique. Donc, ça me facilite largement les choses. Vous voyez qu'il y a quand même un intérêt. J'ai fait une projection sur 10 ans. Si on continue, bien évidemment, on va arriver à un break-even qui va être plus intéressant, mais il faut considérer que je n'ai pas une mise à jour de l'hardware seulement de l'année 0 ou de l'année 6, je l'ai tout au long de la vie. C'est-à-dire que l'opérateur peut décider de changer ses serveurs, de me mettre à jour le logiciel, le système d'exploitation à l'année 3, à l'année 5, à l'année 7, etc. Et tous les 2 ans. Et ainsi faisant, j'ai toujours un système à jour de dernière génération et j'ai plus à me préoccuper de ralentissement ou autre. La gestion du projet de migration, c'est très important. Je l'ai mis quand même dans les éléments, on le répétera sans s'arrêter. À ne pas oublier qu'il faut bien lister les assets informationnels, c'est-à-dire où sont mes documents électroniques, qu'est-ce que j'ai comme logiciel, les bases de données, les papiers, tout. Toutes les informations doivent être bien définies et surtout qui a accès à quoi. Parce que dans le cloud, on ne peut pas surveiller physiquement. Il faut estimer la volumétrie. Et après, il faut analyser les compatibilités. Est-ce que tout ça, c'est bien compatible dans le cloud avec ce qu'on a? Je connais un ou deux logiciels, typiquement ici, Sage, pour ne pas nommer, qui ont des difficultés à être compatibles avec le cloud. Par contre, pas nativement. Par contre, on peut quand même les implémenter dans un système cloud d'une autre façon. Il faut donc recenser et analyser les processus de travail, parce que beaucoup de processus vont changer.
Il faut analyser les risques de ce changement, c'est-à-dire combien de temps on ne va pas travailler, qu'est-ce qu'on pourrait perdre comme façon de travailler, comme qualité, comme document, et ainsi de suite. Préparer des nouveaux processus de travail, des nouveaux workflows, parce qu'avant on travaillait d'une certaine façon, demain on travaillera d'une autre façon. Et choisir éventuellement, c'est peut-être l'occasion aussi de choisir des nouveaux systèmes comme une gestion électronique des documents, avoir la signature électronique des contrats, donc le bureau paperless, avoir un nouveau logiciel parce que l'ancien, il date d'il y a 15 ans et il n'est pas compatible avec du cloud. Donc, c'est peut-être le moment d'effectuer des changements importants pour se mettre à jour. Parce que, comme certains d'entre vous, certainement, si vous avez fait des déménagements à la maison, si vous essayez de mettre ce que vous aviez en 600 mètres carrés dans 200 mètres carrés, même si c'est à la Fifth Avenue ou aux Champs-Élysées, ça reste toujours 200 mètres carrés. Et les 600 mètres carrés, tout le matériel que vous avez dans le grenier, il va être jeté. Ou c'est très compliqué de le mettre. Conclusion, donc migrer dans le cas d'un projet, il me semble financièrement valable. Moi, je dis toujours qu'il y a des situations dans lesquelles ce ne l'est pas. Typiquement, quand on parle en industrie, les industriels ont d'autres types de besoins. Ils ont besoin d'une physicité. Les serveurs doivent être connectés souvent avec des machines. Ce n'est pas le cas du tertiaire. Euh, le cloud permet de se recentrer sur le métier, sur les processus. On va oublier toute la partie mécanique, serveur, investissement de ce type-là. Donc, on a moins de complexité à gérer, moins d'assets physiques à gérer. Il y a un onboarding rapide des nouveaux employés. Vous prenez un employé, un nouvel employé, vous lui créez l'identité et les accès, et immédiatement, il est opérationnel parce que le système, il est fait pour être très, très, très flexible. Et il y a un changement de processus pour s'aligner à la nouvelle réalité qui permet aussi de faire gagner en maturité les entreprises qui s'y connectent. La sécurité est certainement accrue parce que parfois c'est imbattable en termes d'investissement qui vont être mis là-dedans de la part des opérateurs. On va passer du CAPEX à l'OPEX. C'est très bien parce que ça libère du capital pour faire toute autre chose. Euh, euh, et le personnel informatique, il peut être focalisé sur la gestion des logiciels, des données, la gestion des contrats. La gestion contractuelle devient le nerf de la guerre dans ces cas-là, et surtout sur les mesures de performance. Il devient un vrai gestionnaire. Il ne devient pas un mécanicien, il n'est pas un mécanicien qui est là pour installer des machines avec son tournevis. Donc, il acquiert du professionnalisme. J'ai terminé sur ces points-là. Je vous parle des prochains webinaires. La semaine prochaine, on va parler de l'avantage pour la sécurité d'entrer sur le cloud, de migrer vers le cloud. Dans 2 semaines, on va parler de la gestion, en termes de la gestion de personnel interne, de l'infrastructure des systèmes. Et finalement, on va parler de l'innovation dans les processus. Je vous invite, moi j'ai terminé, je vous invite à, si vous voulez, poser des questions euh, dans le système en bas. J'espère avoir été assez clair. Est-ce que quelqu'un se lance? Il y a des questions en particulier? Ah. Alors, Martial me demande, le cloud peut-il être considéré comme un disque dur externe? Virtuellement, oui. C'est-à-dire qu'il y a, pour les nécessités d'un particulier, d'un indépendant, d'une personne seule, en général, ou d'une petite équipe, on va dire, il peut être considéré tel quel. On perd beaucoup l'aspect avantage du cloud, si on le considère que ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'opérateurs cloud qui ne font que donner euh, un espace disponible euh, pour cela. Donc,
est-il nécessaire d'avoir la fibre pour travailler avec le cloud? Oui, il est nécessaire d'avoir certainement une vitesse importante d'internet, c'est sûr. Pas pour toutes les conditions. On peut le faire, on peut travailler très bien avec une connexion basée sur notre partage de lignes téléphoniques, mais il vaut mieux avoir une ligne d'un certain type de qualité quand on travaille avec des dossiers et des documents assez importants. Là, on est typiquement dans le tertiaire, mais si on travaille dans l'ingénierie ou dans d'autres, même dans la finance et l'assurance, parfois il y a des fichiers Excel qui font une taille assez importante. Il vaut mieux avoir une qualité de ligne assez bonne et rapide. J'ai une autre question. Comment choisir un opérateur entre un opérateur international et un data center local? Avantages, inconvénients. La différence entre un opérateur toujours à l'intérieur de l'Union européenne et un local, elle est faible. Elle est faible. Il n'y a pas véritablement, en ayant une ligne Internet, je dirais normale, hein, comme on les a au Luxembourg, en France, et ainsi de suite, de la fibre, on ne voit pas la différence. C'est important du point de vue d'un client que lui, il a une relation contractuelle avec son opérateur. Et son opérateur, typiquement, va lui poser il va y avoir une série de conditions qui doivent s'adapter à la législation nationale, ça c'est sûr. Mais typiquement, il s'adapte à la législation européenne. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. L'avantage de l'international est que souvent, on peut avoir un meilleur prix parce qu'il se trouve dans des territoires dans lesquels la main-d'œuvre est moins chère. Certainement pas seulement parce que le bâtiment il est beau ou autre chose, hein. C'est vraiment parce qu'il y a ça. Les inconvénients est qu'en cas de dispute légale, on passe par des systèmes de résolution qui sont internationaux. Donc, ça peut être un peu plus lent pour la solution d'une dispute, mais pour le reste, le type de service proposé, typiquement, est le même, et si ce n'est même meilleur. Tu avais dit, alors, Martial, tu avais dit que tu reparlerais des fournisseurs de cloud. Euh, effectivement, il y a une deuxième question. Attendez, avec les grands fournisseurs de cloud, est-il vraiment possible de discuter les contrats? Non, il n'y a pas de discussion de contrat. On accepte le contrat tel quel, un peu comme on l'accepte quand on installe le logiciel Microsoft la première fois ou tout autre logiciel. On accepte le contrat tel quel. Normalement, tous ces opérateurs-là qui travaillent en Europe ont pris en compte un certain nombre de contraintes à niveau légal. Maintenant, la taille d'un client peut être telle qu'il peut lancer une négociation, effectuer un appel d'offres. Je fais un appel d'offres au Luxembourg pour ArcelorMittal. Évidemment, je prends le plus connu des Luxembourgeois. ArcelorMittal a la capacité de négocier son contrat directement avec Microsoft, avec Google ou d'autres, parce que la taille est considérable. C'est plus intéressant, effectivement, s'il faut négocier certaines choses, de travailler avec des opérateurs, on va dire, à taille plus humaine, si on veut. Sans nécessairement oublier que les grands opérateurs peuvent se permettre une infrastructure et une façon d'opérer plus complète, plus complexe, mais pas nécessairement plus sécurisée. Donc, cette analyse pour le choix doit être basée sur plusieurs facteurs que sur le facteur simplement de la taille ou de la présence ou autre chose. Thomas me demande, vous évoquez l'industrie. Est-ce le seul secteur d'activité où le cloud ne répond pas à la spécificité métier? Je ne dis pas que c'est le seul, mais typiquement, c'est celui dans lequel les contraintes technologiques pourraient empêcher la migration complète.
Donc, on va vers un cloud plutôt hybride plutôt qu'une situation dans laquelle il y a un cloud complètement externalisé. Il peut y avoir aussi, par exemple, on a des cas de clients dans le médical. Dans le médical, un certain nombre d'objets dans le médical, ils ont une connexion directe avec physique, avec les machines, et donc on ne peut pas mettre tout dans le cloud. C'est un autre. Et après, c'est au cas par cas. Il faut voir vraiment les situations dans lesquelles il faut, quelles sont les spécificités de chacun des métiers avant de pouvoir prendre une décision. C'est pour ça que l'analyse est importante et qu'il n'y a pas que aller vers l'un ou l'autre solution automatiquement. Autre question de Martial. Est-ce que OneDrive, qui est fourni avec Office 365, je crois, c'est du cloud? Oui, c'est bien du cloud. Justement, Microsoft est un opérateur qui permet, avec un abonnement le plus je dirais, compact et simple possible, de fournir tout un ensemble de services cloud qui sont plus que suffisants à un indépendant ou à une PME. Et à la limite, on ne doit même pas voir ailleurs, si ce n'est que pour d'autres solutions qui sont, elles, en cloud. Alexandre me demande, le cloud étant hébergé dans le data center, est-il possible de décider dans quel pays les données seront stockées? Absolument, il y a un certain nombre d'opérateurs qui permettent d'effectuer un choix. Quand on s'inscrit pour la première fois, ils peuvent, déjà avant l'inscription, dans la partie choix, on peut voir où ils se trouvent tous leurs sites, leur data center. Et après, quand on s'inscrit, quand on crée l'utilisateur, là, on va dire, ben, je préfère avoir mes données stockées en Espagne plutôt qu'en Hollande, plutôt qu'aux Pays-Bas, plutôt qu'en Angleterre, et ainsi de suite. Donc, le choix, là aussi, ça va être très important. On a un cas spécifique d'une entreprise présente dans plusieurs pays qui, pour des raisons légales, ils ont choisi d'être sur un data center, physiquement présent sur un data center aux Pays-Bas à cause de leurs contraintes légales sur l'accès aux emails. L'alternative aurait été pour eux d'aller en Suisse. Il y avait un choix fait par le représentant légal de l'entreprise d'aller dans un pays spécifique parce que les lois étaient plus ou moins permissives. Après, il y avait plus ou moins de contraintes sur l'accès aux données de la part de l'autorité judiciaire. Donc, ils ont choisi d'y aller aux Pays-Bas. Et Martial qui me demande, puis-je considérer le cloud comme un backup de sauvegarde de mes données? Oui et non. Le cloud est un espace, une infrastructure et surtout un espace dans lequel on met nos données. Que les données soient présentes exclusivement dans le cloud, c'est notre cas ici, ou qu'on aille un espace dans lequel on effectue nos backups, c'est deux choses séparées. Je peux d'ailleurs avoir mes données dans le cloud et une sauvegarde dans un cloud séparé. C'est notre cas, par exemple. Nous avons un abonnement avec un opérateur, tous nos données sont à l'intérieur de son espace, mais la sauvegarde se fait sur un cloud séparé, différent d'un autre opérateur. Donc, si on a un problème, on peut reprendre les informations et les exporter dans un autre opérateur. Voilà. Je vois qu'il y a une autre question. Martial, autrement dit, si on opte pour le cloud, plus de données sur son disque dur localement. On peut choisir de ne plus avoir du tout de données sur notre disque dur localement. Ce serait le choix le plus avisé parce que c'est clair, Martial, que si notre système il tombe, si la machine elle est perdue, volée ou autre, mis à part le risque de retrouver ou pas les informations, on perdrait ce qui n'est pas sauvegardé ou dupliqué dans le cloud. Par contre, tu faisais référence à OneDrive, il y a une modalité de OneDrive dans laquelle tout le package de données de OneDrive, il est aussi répliqué sur la machine. Donc,
offline, quand on n'est pas connecté, on peut encore accéder à ces données-là et chaque fois qu'on crée un nouveau fichier, on peut le synchroniser avec le cloud. Comme ça, au cas où on perd la machine, on sait retrouver tout directement dans notre OneDrive dans le cloud. Et ça, la plupart des clouds le permettent, une synchronisation physique avec la machine. Ça n'empêche que une sauvegarde à part est bien nécessaire parce que la sauvegarde, c'est l'historique. C'est-à-dire, si je dis par erreur, j'efface un document, que je l'efface sur ma machine ou dans le cloud, il sera effacé. Je ne le retrouverai plus. S'il n'y a pas de sauvegarde, je ne pourrai pas récupérer ce que j'ai effacé et que j'ai donc produit il y a une semaine, un mois, et ainsi de suite. Je ne vois pas d'autres questions. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, après, je vous remercie pour la participation. J'espère vous voir nombreux la prochaine fois. Je reste à votre disposition. S'il y a d'autres questions, vous pouvez me contacter en direct. Il n'y a pas de souci. Encore un grand merci et merci Martial. Encore un grand merci à tout le monde et à très bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.